Lorsque je suis invité le soir chez des amis, il arrive fréquemment, lorsque les gens apprennent mon métier, mathématicien, qu'ils me posent assez rapidement la question suivante: y a-t-il encore quelque chose à découvrir en mathématiques? J'aimerais aujourd'hui vous expliquer quelques résultats, y compris des résultats récents, même très récents, au sujet des sphères, un objet relativement proche de notre intuition de tous les jours. La sphère, c'est la sphère usuelle qui peut être matérialisée dans la vie courante par de nombreux objets que vous rencontrez, comme une balle de ping-pong, j'en ai amené quelques-unes avec moi, que vous voyez ici, également une balle de tennis, une bille, mais la sphère, c'est aussi un objet qu'on rencontre à des plus petites échelles. Il faut penser qu'une sphère est un modèle assez correct de ce que c'est qu'un atome, par exemple, et également à grande échelle, une sphère, c'est un bon modèle de ce que c'est qu'une planète ou une étoile. Par conséquent, les résultats qu'obtiennent les mathématiciens sur les sphères sont des résultats qui s'appliquent à des situations très diverses et ont donc de nombreuses applications. Le problème dont j'aimerais vous parler trouve son origine au XVIIe siècle. Il y a eu une controverse entre Newton, le physicien célèbre qui a découvert la loi de l'attraction universelle, et un de ses contemporains, Grégory. La question qu'il se posait était de savoir combien il est possible, au contact d'une sphère donnée, de placer d'autres sphères autour. Newton soutenait qu'il n'était possible que d'en placer 12, et Grégory soutenait qu'il était possible d'en placer 13. Pourquoi 12 et 13? Voyons déjà qu'il est effectivement possible d'en placer 12. Pour cela, regardons comment les épiciers empilent des oranges. Ils commencent par utiliser un cajot dans lequel ils empilent les oranges en les disposant suivant des carrés, comme ces balles de ping-pong qui ont été collées les unes aux autres. Et ensuite, à l'intérieur des trous qui restent, ils disposent des oranges supplémentaires. Je vais le faire rapidement. Demandons-nous à l'intérieur de cet empilement, pour une sphère donnée qui se trouve au milieu, combien il y a de sphères qui sont au contact d'elle. Alors pour ça, j'ai utilisé un autre petit diagramme. Chaque couche de sphère est une couche de sphère carrée. Je prends la sphère centrale, il y a 4 sphères en croix qui la touchent. Dans la couche supérieure, il y a 4 autres sphères qui vont venir se disposer dessus. Et dans la couche inférieure, il y a également 4 sphères qui vont venir se placer en dessous. La sphère centrale est donc au contact de 4 sphères horizontales, plus 4 dans la couche supérieure, plus 4 dans la couche inférieure, ce qui fait 12 sphères. Donc nous voyons sur ce petit exemple très simple, qui est une partie de la construction que vous avez à côté, qu'il est effectivement possible de placer 12 sphères au contact les unes des autres. Il existe d'autres empilements que celui que je vous ai montré, où on a 12 sphères qui sont en contact d'une sphère centrale. J'en ai construit un ici. La propriété particulière qu'a cet empilement, c'est qu'aucune des 12 sphères ne touche aucune des autres. Elles sont très voisines, mais elles ne se touchent pas. Il est donc possible de les bouger et en les bougeant, de créer un peu de place supplémentaire. La question se pose alors de savoir s'il est possible de les bouger de façon à créer assez de place pour en insérer une 13e. Et c'est exactement là que se situait le problème. Grégory pensait que oui, Newton pensait que non. La réponse à cette question n'a été obtenue qu'à la fin du XIXe siècle. Les preuves qui en ont été données n'étaient pas tout à fait satisfaisantes. Au XXe siècle, en 1953 plus exactement, une réponse définitive a été donnée à cette question. Il n'est possible que de placer 12 boules au contact d'une boule centrale. En appuyant un pied sur le sable humide, on voit se former autour une auréole caractéristique. La pression du pied perturbe légèrement l'agencement des grains de sable
provoquant ainsi un desserrement de l'empilement. L'eau occupe l'espace libéré et son niveau baisse dans le sable. La couche superficielle s'assèche et devient mate, comme un miroir qui se ternit. Un autre problème qui préoccupe les mathématiciens est le problème de l'empilement des sphères. Concrètement, ça signifie la chose suivante. Vous prenez des billes, vous les jetez dans une boîte jusqu'à ce que la boîte soit pleine. Et vous vous demandez quel est le volume occupé par les billes. Il y a une partie du volume de la boîte qui est occupée par les billes, une partie qui est occupée par de l'air. Une façon concrète pour mesurer la partie occupée par de l'air consiste, par exemple, à combler la boîte, après y avoir mis les billes, avec un liquide, de l'eau par exemple, et mesurer le volume d'eau que vous êtes obligé de verser pour remplir les interstices. Plusieurs personnes ont tenté des expériences pour voir quelle est la proportion de volume occupée par les billes. Cette expérience peut se faire de plusieurs façons. La première consiste à jeter les billes en vrac dans la boîte. Dans ce cas, on constate que le volume occupé par les billes est d'environ 60% de la boîte. Une autre façon, de façon à obtenir un empilement un peu plus dense, consiste à secouer la boîte au moment où les billes sont versées. Dans ce cas, la densité est un peu plus grande que 60%, elle est d'environ 64%. Cette densité de 64%, les mathématiciens seraient bien contents de pouvoir l'expliquer. Pour l'instant, ils n'en sont pas capables. Une des applications qu'aurait cette explication est la suivante. Les billes que l'on a jetées en vrac dans une boîte qu'on secoue sont disposées à peu près comme les atomes dans un liquide. Et une explication à ces phénomènes permettrait de mieux comprendre quelle est la densité de certains liquides et de la prédire. Ici, au laboratoire central des ponts et chaussées, on fabrique des empilements vraiment désordonnés de grains. Les particules, issues du distributeur, sont diffusées sur des dispositifs qui répartissent les grains sur toute la surface disponible. Le récipient est rempli en conservant une hauteur de chute et un débit constant. Ces empilements servent de modèles simples de milieux granulaires, dont on étudie certaines propriétés physiques en vue de mieux comprendre les phénomènes existants dans des milieux plus complexes rencontrés dans la vie courante. On peut citer par exemple le transport des polluants dans les nappes phréatiques ou l'écoulement de l'eau dans les chaussées poreuses. Intuitivement, on se dit que si l'on verse des billes dans une boîte comme je l'ai décrit, en secouant la boîte, les billes vont se disposer de façon à occuper le plus de volume possible et que cette densité d'environ 64% dont je parlais est la densité maximale qu'il est possible d'obtenir en disposant des billes dans une boîte. En fait, ce n'est pas vrai. Regardons à 2 dimensions l'empilement de disques dans le plan. Plusieurs empilements sont possibles. La première manière de procéder consiste à rassembler les disques selon des carrés. Le plus dense des empilements de disques dans le plan est celui qu'on obtient en disposant les disques de manière hexagonale. Dans ce cas, la densité occupée par les disques est de 0,9069. La densité de volume qui est occupée par les billes dans cet empilement particulier est d'environ 74%. Cet empilement peut s'obtenir de 2 façons différentes. La première consiste à disposer la couche horizontale en mettant les billes en carré, comme c'était le cas ici. Et la seconde consiste à disposer les billes en couches dans lesquelles elles sont réparties de façon hexagonale. On peut remarquer ici que sur cette face de l'empilement, les 6 billes qui se trouvent ici forment un hexagone avec une bille centrale. Et si je retire la couche qui se trouve sur la face avant, on a une couche suivante qui est de nouveau répartie de la même façon, un hexagone avec une bille centrale, et ces couches sont empilées les unes à la suite des autres de cette façon-là. Cet autre empilement hexagonal fournit donc le même empilement que l'empilement classique des oranges chez les épiciers et fournit cet empilement qui a une densité d'environ 74%.
Est-ce qu'il existe des empilements plus denses que cet empilement de 74%? C'est une question très vieille, dont l'origine, semble-t-il, remonte à Kepler en 1611. Plusieurs mathématiciens se sont intéressés à essayer de démontrer qu'il n'était pas possible d'empiler des sphères de façon à obtenir une proportion du volume supérieure à 74% occupée par les sphères. Très récemment, un mathématicien de l'université de Berkeley, Chiang, a annoncé que ce problème était enfin résolu. Cette découverte est si récente qu'au jour du tournage, en juin 1990, nous ne possédons même pas encore de manuscrit écrit. Bien entendu, avant que cette découverte puisse être considérée comme définitive, il faudra que ce manuscrit existe et que les mathématiciens le lisent pour vérifier qu'il ne comporte aucune erreur. Les problèmes que j'ai abordés jusqu'à présent concernent les sphères dans notre espace usuel, celui de tous les jours, celui que les mathématiciens appellent l'espace de dimension 3. Les mathématiciens considèrent également des espaces de dimension plus grande, 4, 5, 6, qui sont plus difficilement accessibles à l'imagination, et étudient également les empilements de sphères dans ces dimensions. Néanmoins, il existe des applications de cette théorie à la vie de tous les jours. Ainsi, par exemple, lorsque vous téléphonez à une personne assez éloignée de vous, le son de votre voix n'est pas transmis directement par onde à la personne qui vous reçoit. Il est d'abord converti en nombre, et cette conversion utilise des empilements de sphères dans des espaces de grande dimension. Au moment où il est reçu par le récepteur, il est reconverti en son, et c'est le son qu'entend à ce moment-là votre interlocuteur. Obtenir des bons codages de son en nombre et des bons décodages de nombre en son, en évitant toute erreur, c'est un sujet qui s'appelle la théorie du codage et du codage sans erreur, un sujet qui est très proche, très voisin de la théorie des empilements de sphères.